Tu sais, je me disais un truc avec la dernière vidéo. Ouais. Avec toutes ces histoires de catastrophes et de destruction du monde, on voit quand même rarement les vrais héros. Tu sais, ceux qui portent pas de cap. J'ai peut-être un truc pour toi. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Fire Force? C'est en 1979 que naît Atsushi Okubo, un jeune garçon qui, comme bien souvent, n'était pas passionné par les études, mais bien par les dessins. Chemin classique qui le poussera à devenir mangaka, on connaît. Alors, pour le coup, c'était pas la raison principale. C'était quoi alors? Okubo, il aime pas se lever le matin. Donc il voulait surtout un boulot qui lui permettrait de bosser selon ses horaires. On choisit sa vocation comme on peut. Et donc, durant ses études, il va dévorer un manga qui deviendra son œuvre préférée, au point que ses livres tombaient en miettes. Une œuvre d'Akira Toriyama, Dragon Ball. Dr. Slump. C'est tellement rare que ce soit lui qui soit cité que je voulais mettre le doigt dessus. Mais ce n'est pas non plus le seul artiste qui a marqué Okubo, l'autre étant Tim Burton. Pourquoi pas? Et par la suite, il ira chercher ses inspirations chez David Lynch, Harry Potter ou encore Edward Gorey, un illustrateur américain qui l'inspirera pour le design d'Excalibur dans Soul Eater. Croyez-moi, ce type est un pot pourri d'inspiration. À 20 ans, il rencontrera Rando Ayamin, un autre mangaka qui s'occupe des dessins de Get Backer et deviendra son assistant pour les 2 années suivantes. Entre-temps, il participe à différents concours et finira par décrocher le premier prix du Gum Gun de Square Enix, qui signe pour les 4 volumes de Be-Ichi, un manga racontant l'histoire d'un groupe capable d'utiliser 60% de leur cerveau, ce qui leur donne des pouvoirs surnaturels. Et à ce moment, il n'y a qu'une seule question qui doit vous intéresser. Pouvez-vous nous dire ce qui se passerait si, pour une raison que nous ignorons, quelqu'un pouvait utiliser sa capacité cérébrale à hauteur de 100%? Il continuera en 2004 avec la sortie de son manga sans doute le plus connu, Soul Eater, qu'il fera durer près de 10 ans. Parce qu'il ne voulait pas que ça s'éternise comme Naruto ou One Piece. Juste à titre de comparaison, on en a combien pour les tuniques bleues? Ça fait 68 ans. Après, c'est pas grand chose. Pim pam poum, ils en sont à 116. En parallèle, il touchera aussi aux jeux vidéo en réalisant le design de certaines cartes du jeu Lord of Vermilion, aux côtés d'autres artistes comme Yoshina Amano de Final Fantasy, Shiro Amano de Kingdom Hearts et Todd McFarlane. Voilà, si vous cherchez le point commun entre Spawn et Soul Eater, c'est Lord of Vermilion. Il continuera sa coopération avec Square Enix en s'occupant des personnages de Bravely Default, un JRPG de la Nintendo 3DS. Mais il est temps pour Okubo de s'attaquer à son prochain manga, Fire Force, qui nous intéresse aujourd'hui. Et il avait un but assez précis en réalisant cette histoire, celle d'aller dans la direction opposée de son précédent manga. En effet, dans Soul Eater, il est question de tuer et d'aspirer les âmes, ce qui est curieusement raccord avec le titre du manga. C'est quand même bien fait. Alors dans Fire Force, il sera bien question de force de feu, mais le plus important sera de mettre l'accent sur la vie. Certes, il y aura de la baston et des bouches fracassées, mais le but principal de nos héros, ce sera avant tout de sauver des gens. Notre histoire commence avec l'arrivée d'un grand cataclysme qui a détruit une bonne partie du monde. Comment est-ce qu'il a été déclenché? Pourquoi est-ce qu'il a été déclenché? Par qui? On n'en sait rien. On ne sait même pas exactement ce qu'il s'est passé, hormis des flammes qui ont rasé à peu près la planète entière. Cependant, une fois que les flammes se sont éteintes, un nouveau phénomène est apparu. Un phénomène qui peut se montrer fort peu plaisant. Imaginez, vous vous levez le matin, vous prenez votre douche, vous dites bonjour à vos voisins et vous partez au boulot en écoutant le meilleur morceau du monde. C'est vraiment génial. Et là, paf, vous cramez. Combustion spontanée. Alors, la raison pour laquelle les gens passent de l'état normal à l'état rôti est un peu technique, et pour ça, je vais devoir vous parler de l'Adola. L'Ado quoi? Ouais, bon, l'Adola, c'est juste un nom un peu classe pour dire l'enfer. C'est pas exactement ça, mais ça y ressemble vachement. Voilà, la terre est noire, le ciel est gris pas bien, il y a des squelettes de partout, bref, pas la meilleure destination de vacances. Mais contrairement à l'enfer tel qu'on le conçoit par chez nous, ici l'Adola est directement influencé par notre monde, ou plus précisément par l'inconscient de l'humanité tout entière. Si les gens ont de l'espoir, le monde sera plus joyeux, mais si à la différence, la majeure partie ressent une émotion comme la peur, les flammes vont grandir. Donc maintenant je vous laisse deviner quelle était l'émotion principale lors du grand cataclysme. Le bonheur? Pas du tout. Le truc c'est qu'Adola c'est pas qu'un désert, il y a les doppelgangers, et c'est eux qui vont nous intéresser.
Ces doppelgangers sont en réalité des copies conformes de chaque être humain sur Terre, qu'il soit vivant ou même décédé. Cependant, ces copies sont surtout des copies physiques. Pour ce qui est de leur tempérament, c'est très différent. En effet, l'Adola étant lié à l'inconscient collectif, c'est pareil pour les doppelgangers. Ainsi, le tempérament de ces êtres dépendra non pas du tempérament de l'original, mais surtout de la vision qu'on en a. En gros, vous pouvez être le pire des salauds, si votre image publique est bonne, vous êtes un ange. Par contre, il gardera les souvenirs de votre vous original. Ce qui veut dire que le type peut être gentil, mais tout en ayant des souvenirs qu'il est un salaud. Exactement, et vu que ces individus font des choses dans leur monde, je sais pas s'ils ont des souvenirs de leurs propres actions. Après, vous vous doutez que vivre dans un monde où le ciel est gris ou le sol est jonché de squelettes, ce n'est pas tellement l'ambiance. Donc, nos doppelgangers, ils vont avoir un désir très particulier, celui de venir dans notre monde où le ciel est bleu. Et, grande chance pour eux, ils en sont capables. Et c'est beaucoup moins de chance pour nous. Parce que si le doppelganger peut dans de rares cas se matérialiser chez nous de manière totalement indépendante, la majeure partie du temps, c'est par l'intermédiaire du corps original qu'il se manifeste, à l'aide d'un petit insecte. Et le fait est que le corps original, il aime pas trop l'idée de fusion, ce qui nous ramène à la combustion spontanée du début. Ainsi, la fusion va donner naissance à un infernal, aussi appelé première génération. Et on va pas y aller par 4 chemins. La victime va brûler, c'est le principe de la combustion, mais elle va surtout terriblement souffrir. Ce qui est souvent le cas quand on brûle. Oui, mais ici, elle va en souffrir à en perdre la raison, commençant à attaquer à peu près tout ce qui est à portée de main. Après, comme le principe scientifique est bien fait, il y a des exceptions, avec des infernaux qui vont soit garder leur calme, soit même garder leurs souvenirs humains, et donc pas devenir des allumes barbecue. Mais même les allumes barbecue, si on leur donne le temps, pourront retrouver la raison. Et je dis bien si on leur en donne le temps. Pourquoi ce besoin de le préciser ? Parce que les autorités ont curieusement décidé que de laisser finir un quartier en friture était pas tellement rentable vis-à-vis de la vie d'un individu. Donc c'est un coup d'instincteur dans la tronche et aller simple au crématorium. Ok, c'est bon, j'ai compris. Cependant, tous les infernaux de la première génération ne se ressemblent pas, et on peut en déceler 6 différents. L'infernal régulier dont on a déjà parlé, la peau noire comme le charbon, des flammes de partout, la perte de raison, etc. Viennent ensuite les démons infernaux, la version plus des infernaux de base. C'est plus fort, c'est plus résistant et ça possède une coquette paire de cornes sur le crâne, histoire que ce soit raccord avec le préfixe de démon. On en a également parlé, les infernaux sensibles qui décrivent les infernaux ayant gardé leur conscience grâce à leur grande volonté. Et donc, vu qu'ils ne sont pas dangereux, on les laisse en vie. Bah non, on les bute aussi. Des scientifiques se sont dit que ce serait quand même bien cool si on pouvait déclencher la combustion spontanée. Comme ça, pour la science. Vous et moi, on est des savants fous. Ce qui donne tout logiquement des infernaux artificiels, avec la principale différence qu'ils ont la chance de ne voir que leur tête prendre feu. Enfin, chance... on se comprend. Les infernaux géants, eux, sans trop vous spoiler, sont le résultat d'un pouvoir d'une autre génération, qui permet de faire un amalgame entre plusieurs cadavres d'infernaux, donnant alors cette forme indescriptible avec une force comparable à la puissance du premier corps calciné utilisé pour ce Gloubi-Boulga. Et enfin, la dernière forme connue à ce jour qui est un poil différente des autres, l'infernal titanesque qui ne semble pas être un être humain à la base, mais plus une entité géante annonçant un second cataclysme à venir. Et évidemment, avec cette taille, vous vous doutez bien que ce sont les plus puissants. Mais justement, en termes de puissance, c'est quoi les forces d'un infernal? Parce que vous vous doutez bien que juste brûler, c'est une menace assez chiante pour l'humanité, mais c'est pas non plus la plus dangereuse. Alors déjà, la force et l'agilité des infernaux, elles sont augmentées, de même que leur résistance. Et ça encore, c'est rien, parce qu'ils sont également capables de contrôler les flammes qu'ils génèrent. Il sera donc bien temps d'éteindre cet incendie qui leur sert de corps, ou d'attendre qu'ils s'éteignent, au sens propre, de leur belle mort. L'intention est louable et sur le papier ça peut marcher. Seulement je le conseille pas. Parce que leur dernier pouvoir c'est leur longévité. Une très longue longévité. Un infernal ne vieillit pas, donc avant qu'il passe de l'état incandescent à tas de cendres, il peut s'écouler plusieurs siècles. Donc pour tuer un infernal, il faut détruire le noyau qui se trouve dans sa poitrine. Et c'est à ce moment-là qu'entre en jeu la seconde génération. J'ai dit que pour combattre les infernaux, c'était un coup d'extincteur dans la tronche. J'ai menti. La solution qu'a trouvé le gouvernement, c'est de prendre au sens littéral l'expression « combattre le feu par le feu ».
Ainsi, nos pompiers ne sont plus des experts de l'eau avec leurs lances à incendie et leur grande échelle, mais à la place des pyromanes ayant eux-mêmes subi une combustion spontanée. C'est un peu comme si on allait chercher les pires criminels du couloir de la mort et qu'on leur disait « Ok, maintenant, c'est vous les flics ». La comparaison est bonne, mais pas vraiment exacte. On est plus proche de nos infernos sensibles, mais à un point encore plus élevé. En effet, la seconde génération n'est jamais devenue infernale, gardant sa forme humaine et pouvant vivre comme si de rien n'était. Au final, le seul point qu'ils ont en commun, c'est leur capacité à contrôler le feu. Donc en voyant ces nouveaux humains aux capacités pyrotechniques, le gouvernement a mis en place la Fire Force, la force spéciale de lutte contre les incendies, qui regroupe les pompiers, l'armée et le Temple du Soleil. Étranger, vous avez pénétré dans les temples du Soleil. Non, pas celui de Tintin. Pour faire plus simple, on va dire que c'est l'église. Alors tous les membres de la Fire Force ne sont pas forcément des membres de la seconde génération ou plus, il reste parmi eux des humains, tout ce qu'il y a de plus lambda à des postes plus ou moins importants. Le plus souvent, ce sont des anciens pompiers, militaires ou membres du clergé. Après tout, il fallait bien des gens pour pouvoir apprendre aux nouvelles recrues leur métier. Et les transitions étant bien faites, il y a un centre de formation dans lequel les aspirants pompiers peuvent rentrer dès l'âge de 13 ans. Parce que la vocation de combattre les flammes doit commencer très tôt, tout ça pour un cycle qui va durer 4 ans. Après ça, les jeunes pompiers pourront rejoindre l'une des 7 casernes disséminées dans la ville, ou rester sur place pour intégrer celle où l'on trouve l'académie. Parce que oui, si toutes les casernes ont pour objectif d'éteindre les incendies autant que les infernaux et de découvrir la vérité derrière ces événements, chacune d'entre elles a ses spécificités. Par exemple, la première caserne est plus proche de l'église, la seconde de l'armée, et la troisième et la cinquième de Ajima Industries. Et je me rends compte que j'ai pas encore parlé d'Ajima Industries. En gros, c'est un conglomérat d'entreprises qui fabriquent un peu tout à Tokyo. C'est... Ouais, c'est le Acme japonais. Non, c'est inacceptable! Et en l'occurrence, c'est eux qui fournissent les différentes casernes, que ce soit en termes d'équipement, d'uniformes, voire même de nourriture, parce que tant qu'à faire, autant piquer ce marché-là aussi. La quatrième dirige l'académie, la sixième est un hôpital, et la septième s'est spécialisée dans les tireurs d'élite. Et pour ce qui est de la huitième, elle n'a pas encore réellement de spécialité due à son jeune âge. Chaque membre de ces brigades a un rang spécifique et une fonction au sein de l'équipe. Tout en haut de la chaîne, nous avons le capitaine, qui est aussi appelé commandant de bataillon. C'est le plus fort de tous les pompiers et le dirigeant de la petite troupe. En second, nous avons les lieutenants ou commandants de compagnie. Ce sont les secondes de la brigade, et si j'utilise le pluriel depuis tout à l'heure, c'est parce que s'il ne peut y avoir qu'un seul capitaine, les lieutenants, eux, sont libres d'être autant que désirés. En dessous, nous avons les soldats du feu, les pompiers de base sans aucune spécificité, mais qui peuvent également être divisés en deux catégories, les premières et secondes classes. En dehors de ça, il existe également 3 groupes spécifiques. Les ingénieurs qui vont s'occuper de tout ce qui est fourniture, et par fourniture j'entends armement nécessaire pour permettre aux infernaux d'accéder au repos éternel. Vient ensuite l'équipe scientifique, et vous ne devinerez jamais ce qu'elle fait. Si, allez-y, devinez. Mais elle s'occupe de tout ce qui est scientifique. N'ayez pas peur de crier vos réponses quand vous les connaissez. Et enfin, dernier membre d'une brigade, la sœur. La sœur de qui? Non mais, la sœur de l'église. Les brigades étant, comme on l'a dit, dirigées en partie par le corps clérical, fallait bien qu'ils y foutent leur grain de sable. La sœur, elle est là pour donner une petite prière au moment du voyage pour l'éternelle combustion, terminant sa prière par un mot hongrois qui veut dire « je vois ça ». Il dit qu'il voit pas le rapport. C'est surtout parce que ça vient pas de là. L'atome est bien un mot hongrois, mais ce n'est pas du tout l'origine. En réalité, ce amen fictif est un mot valise. Oui, comme les Pokémon. Et vous êtes pas prêts pour l'origine des deux mots. Comme on l'a dit, l'église de cet univers est en réalité le temple du soleil. Et parmi les divinités solaires qui existent dans les différentes mythologies, nous avons... Amaterasu? Oui, c'est vrai, ça aurait pu faire sens vu qu'on est dans un manga japonais. Mais Amaterasu Tome, c'était un peu long à dire. Non, la divinité en question, c'est Ra, et vu que les japonais ont une tendance à utiliser les L là où il y a des R, ça donne La. Et pour ce qui est du tome, ça n'a rien à voir avec le gardien de but. Ça vient tout simplement du terme japonais Tomurai, qui signifie les condoléances, le deuil ou les funérailles. Donc en gros, ça veut dire « navré pour votre perte, soleil ».
La seconde génération possède des pouvoirs pyrokinétiques comme je l'ai mentionné. Ces pouvoirs peuvent prendre n'importe quelle forme, par exemple le meilleur perso du manga est capable de créer ces petites boules de feu toutes mignonnes. Mais on a aussi Takehisa Inawa qui s'en sert pour contrôler la vitesse de ses balles. Bref, les possibilités sont infinies, il y a juste un simple petit détail, s'ils peuvent contrôler les flammes, ils ne peuvent pas les créer. C'est un vrai talent que vous avez, Pyro. Cependant, ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas leurs avantages. Leur grande maîtrise du feu en font des combattants bien plus aguerris que n'importe qui d'autre, avec un large panel de possibilités. Ils sont capables d'augmenter la puissance des flammes ou de la diminuer par exemple, certains arrivant même à créer de la glace. À partir du feu donc. Il y en a qui n'ont pas du tout révisé leur table des types. Ça en fait également des spécialistes de la défense et de la contre-attaque, un atout non négligeable quand on est face à des merguez flamboyantes un peu trop désireuses de vous faire rôtir. D'ailleurs, quand on parle de manipulation du feu, ça peut être le feu tout à fait normal, comme celui des infernaux, comme celui de la 3e génération. Transition ? Quelle 3e génération ? Merci bien, donc on a ceux qui peuvent manipuler le feu, mais assez vite arrive leur complément, ceux qui peuvent le créer. La pire des calamités pour l'homme primitif était de ne pas avoir de feu. Soit par leur propre corps, soit par un objet particulier, mais ils ne peuvent pas le manipuler. Et comme pour la seconde génération, les possibilités sont dépendantes de la personne. Par exemple, on en a vu certains utiliser un gantelet pour changer leur flamme en magnétisme. D'autres encore utilisent la chaleur pour faire apparaître des mirages. Mais on peut aussi parler d'intensifier des flammes pour générer du plasma. Voilà, donc pour faire du plasma, je rappelle qu'il faut atteindre la température de 10 000 degrés. Fait chaud par chez vous. Avec de telles capacités, évidemment, les membres de la 3e génération vont être beaucoup plus utilisés pour l'attaque et pour aller au front, histoire de vraiment compléter la seconde. Mais vu qu'on a une génération capable de manipuler les flammes et une autre capable de les créer, vous vous demandez sans doute s'il existe des humains qui possèdent les deux générations. Eh bien oui, ce qui donnerait donc une 4e génération. Alors bien tenté, mais la 4e génération on en parlera après. Ici on va plus vite parler de génération hybride. D'ailleurs il n'existe qu'un seul et unique représentant connu de cette génération, Benimaru Shinmon, ce qui en fait sans doute le personnage le plus polyvalent du manga. Pour ce qui est de la 4e génération, elle est en réalité une dérive de la 3e, lorsque ce dernier arrive à réveiller son Adola Burst. Qu'est-ce que c'est que l'Adola Burst? C'est tout simplement la flamme originale, celle qui est à l'origine de tout incendie et qui, comme son nom l'indique, provient de l'Adola. Cette flamme est tellement puissante qu'elle peut bien évidemment détruire, mais également redonner la vie à une planète devenue stérile. De plus, le monde n'a pas patienté longtemps avant de lui trouver une utilité pratique, vu que l'Empire de Tokyo puise son énergie dans une centrale qui fonctionne grâce à la dite flamme. Mais en plus de cette puissance, qu'est-ce que ça fait sur un 3e génération? Eh bien ça fait passer son pouvoir à un niveau supérieur. À quel point supérieur? Au point que les lois de la physique... Oh, on s'en fout. Par exemple, est-ce que refroidir l'univers afin d'arrêter son expansion et de provoquer ainsi le ralentissement du temps vous semble au-delà des lois de la physique? Ou encore chauffer des atomes pour augmenter leur masse et interférer avec la gravité? Ce nouveau pouvoir s'accompagne également d'un lien avec l'univers d'Adola. Ainsi, un représentant de la 4e génération pourra accéder à tout ce qui constitue l'Adola, dont notamment les émotions humaines. Ces nouvelles informations font que seulement une poignée d'individus peut arriver à ce niveau sans risque de perdre un œil. C'est déjà arrivé, et même pour eux, ils sont limités dans le temps. À 1 seconde. Alors évidemment, un tel pouvoir doit s'accompagner de ses petits défauts. L'un d'entre eux, c'est que les 4e générations sont bien plus faciles à repérer, notamment par les fameux insectes qui provoquent la combustion spontanée, mais aussi par un dispositif spécial créé par Ajima Industries. Donc en somme, les 4e générations, c'est bien pour tout ce qui est destruction, mais pas tip-top pour les missions d'infiltration. Autre inconvénient un peu plus majeur, c'est que la puissance dégagée par les 4e générations peut avoir des effets négatifs pour l'utilisateur comme pour le monde. Par exemple, se déplacer à la vitesse de la lumière trop longtemps peut provoquer un trou noir, mais jusqu'à présent on a trop peu d'infos sur les 4e générations pour savoir les conséquences sur le long terme. Et enfin, dernier inconvénient qui affecte autant les 3e que les 4e générations, c'est l'absence d'oxygène. Quelle absence d'oxygène! Ok, j'explique, la création des flammes, elle se fait pas par magie. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout ça. Donc pour créer des flammes, il faut une contrepartie. Et cette contrepartie, c'est l'oxygène. Et vu que c'est eux qui créent le feu, c'est l'oxygène de leur corps qui est employé. Ainsi, une trop grosse utilisation de leur pouvoir réduira l'oxygène et provoquera chez l'utilisateur une téphrose, aussi connue sous le nom de surchauffe.
Sous cette condition, il lui sera impossible d'utiliser ses pouvoirs sur une longue durée, pouvant aller jusqu'à provoquer sa mort. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grimsqueaker pour vous servir.